Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de chiffres, toutes sortes de chiffres, avec notre conseiller en placement, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous. Oui, on va regarder un petit regard sur notre façon de vivre, mais juste avec des numéros. On commence tout de suite, Sylvain, par nous des données économiques actuelles. OK. En bref, taux de chômage au Canada, environ 6,4 %. Taux de chômage aux États-Unis, environ 4,4 %. Taux d'inflation aux États-Unis, environ 2,1 %. Taux d'inflation au Canada, environ 1,6 %. Le salaire minimum au Québec, 11,75 de l'heure. Salaire minimum en Ontario, 14 en janvier 2018. Les taux d'intérêt pour l'obligation du Canada de 10 ans, 2,04 %. Le taux de change, canadien-US, environ 80 cents. US-canadien, environ 1,23 $. Puis le prix du baril du pétrole, aux environs de janvier 2018, à peu près 60 $ du baril. Sylvain, tu as trouvé des records mondiaux qui portent sur l'argent. Mais en fait, j'ai trouvé les données sur le site jecomprends.ca qui, eux autres, se sont inspirés du livre de records Guinness. Je vous en donne quelques-uns. La plus grosse pièce de monnaie au monde, c'est une pièce qui mesure 80 cm par 13 cm, qui pèse 1 tonne et puis qui vaut 1 milliard de $. OK? Ça, c'est une pièce qu'on retrouve en Australie. La maison la plus chèrement évaluée, c'est en 2007, en Californie, à Beverly Hills. Il y a une maison qui avait été mise en vente au prix de 165 millions de $. Quand même, hein? Qui avait été achetée quand même 50 ans auparavant au prix de 120 000 $. La coupe de cheveux la plus chère. Imaginez-vous qu'en 2007, à Londres, il y a quelqu'un qui a payé, une madame italienne, qui a payé la somme d'environ 14 000 $ pour se faire couper les cheveux. C'est peut-être une idée que je devrais donner à ma coiffeuse, Brigitte, là, chez qui je vais. Là. Elle aurait peut-être de l'argent à faire, mais en autant qu'elle ne me facture pas ce montant-là à moi-même. Le plus gros montant qui a été donné en loterie, c'est les Américains avec toutes leurs affaires qui sont big, big, big. Alors, le Powerball, en 2016, a été donné au montant de 1,56 milliard de $. L'artiste le plus lucratif après sa mort, on parle d'Elvis. En 2017, 40 ans après sa mort, Elvis a encore généré 27 millions de $ de revenus. Quand même, hein? Le sushi le plus cher au monde a été dégusté aux Philippines pour la rondelette somme de 1978 $. Il devait avoir du bon poisson dedans. Puis d'autres exemples intéressants, la bouteille de vin blanc la plus chère, c'est un Château Nickem. Les connaisseurs vous diront que oui, c'est du très bon vin, mais 129 000 $ pour une bouteille de 750 ml, c'est peut-être un peu dispendieux. Ça fait cher le verre. Ça fait cher le verre. Le hamburger le plus cher a été vendu 6 400 $. La paire de jeans la plus chère a été vendue 13 000 $. J'espère qu'il n'y avait pas de trou au genou. Non. Et la montre la plus chère, 1 400 000 $. Et puis le parfum le plus cher, 200 000 $. Wow. Au niveau du REER qui vaudrait le plus, il n'y a pas de record du monde à ce niveau. Mais je suis certain que même si la cotisation maximum est aux environs de 23 24 000 $ par année, bien, je suis certain qu'il y a un ou quelques REER qui ont dû ou qui doivent valoir plusieurs dizaines de millions de dollars. Au niveau de la richesse, quelles sont les personnes les plus riches dans le monde? Bien, écoutez, définitivement que c'est les Américains qui sont les champions du capitalisme. Alors, dans les plus riches du monde, entre autres dans les hommes les plus riches, il y a 14 Américains sur les 20 premiers. Alors, on peut nommer dans les hommes là, Bill Gates, là, le premier le plus riche au monde, qui a inventé Microsoft, les logiciels qu'on travaille dans la bureautique avec. Il y a Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui est un investisseur. Lui, Buffett n'a jamais inventé de produits qui sont vendus. Et par contre, lui, il a investi dans les entreprises. Puis il y a M. Bezos, Jeff Bezos, président d'Amazon, que ça fait quand même pas tant d'années que ça qu'Amazon existe, mais il est déjà rendu dans les 3 les plus riches au monde. Donc ça, c'est le top 3 des hommes. Des hommes. Si on parle des femmes, bien écoutez, il y a une Mme Bettencourt de L'Oréal en France, c'est une Française. Il y a Alice Walton, des magasins Walmart, qui est la deuxième aux États-Unis. Jacqueline Mars, dans l'agroalimentaire, encore là aux États-Unis. Au niveau de l'endettement sur la planète, à quoi ça ressemble?
Bien, en ce moment, tout le monde le sait, c'est bien documenté. La façon de vivre dans les années 2000, c'est de s'endetter. Le Japon, c'est le pays le plus endetté si on prend l'endettement versus le PIB, OK, produit intérieur brut. Le Japon, ça m'a surpris de voir cette donnée-là, mais le Japon, c'est un pays où la population est très vieillissante. Ils n'ont pas eu beaucoup de croissance économique depuis longtemps. La Grèce, c'est le deuxième pays le plus endetté. Le sujet a été bien documenté. En 2010, la Grèce était au bord de la faillite. Oui. Encore là, c'est bien documenté qu'il y a quand même beaucoup d'économies souterraines, beaucoup de marchés noirs en Grèce. Alors, comment est-ce qu'on peut se fier à ces données-là? En tout cas, c'est à vous de voir. J'ai été surpris de voir que dans les 23 pays les plus endettés, bien, la Belgique est là, la France, qui sont des pays bien développés, mais que le Canada aussi est là. On est au 16e rang des pays les plus endettés. Tu sais, les autres pays, là, je ne suis pas surpris de lire le Brésil, la Jordanie, la Mozambique, le Chypre, la Barbade, la Grenade. Ce sont des pays en voie de développement, qui l'économie n'est pas très bien développée, mais il y a d'autres pays, comme nous autres, les Canadiens, qui sont très endettés. Est-ce qu'on peut dire que les gens sont plus endettés aujourd'hui qu'avant? Mais quand vous dites les gens, on parle des particuliers, alors la réponse est oui, définitivement. Alors la dette par rapport au produit intérieur brut, pour les habitants. On parlait en 1980 d'un taux d'endettement de 35 %. Puis là, on parle de 65 % en 2016. Il y a eu une nette croissance. Ça, c'est pour les pays développés. Dans les pays émergents, en 1995, il y avait 5 %. Là, en ce moment, on est rendu à 20 % de taux d'endettement. Alors oui, on vit de façon très endettée en ce moment. Au niveau du Canada, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet endettement-là? Oui, Geneviève, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet. Bon, on dit toujours que les Canadiens sont très endettés parce qu'on est à 160 % notre taux d'endettement qui est calculé d'une certaine façon, là, mathématique. En fait, la Banque nationale vient de faire une étude récemment, puis ils ont contredit un peu les choses. En disant, en fait, ils ont remis les choses en perspective, je dirais. En disant que oui, le taux d'endettement des Canadiens est à 160 %, mais quand on le compare au taux des Américains qui semble être nettement moins élevé, c'est pas tout à fait correct. Parce que si on ajoute dans le calcul des Américains certaines autres données, bon, les Américains seraient plus à un niveau d'endettement de 170 %. Nos économistes pensent que notre taux d'endettement de 160 % pourrait progresser jusqu'à 200 % de taux d'endettement, puis ça serait encore gérable. Pas nécessairement un record qu'on veut avoir, mais ça pourrait être fait. En fait, quand on regarde au niveau mondial, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui sont nettement plus endettés, que la population de ces pays-là est plus endettée que la nôtre. Le Danemark, on parle d'un taux d'endettement de 290 %. C'est énorme. On est à 160 au Canada. La Suède, on parle de 183 %. Le Japon à 135 %, puis la population de la France serait à 110 %. Mais qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens et ils ont tendance à emprunter davantage? Bien, en ce moment, la consommation est roi. OK? En ce moment, une bonne partie de cette dette-là, il faut mentionner que c'est la maison. OK? Alors, les maisons ont pris beaucoup de valeur depuis une vingtaine d'années. Alors, c'est sûr que le pourcentage d'endettement, les dollars d'endettement ont beaucoup monté. Alors, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette. Il faut faire attention. Il y a une partie de la population qui est à risque, il y a une partie de la population qui ne l'est pas du tout. Faut faire attention quand on parle du ratio d'endettement. Au Québec, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches? Bien, quand on fouille la question, c'est surprenant. Au Québec, nous sommes environ 8 millions d'habitants. Bien, il y a seulement 64 000 personnes qui gagnent en haut de 200 000 $ par année. C'est pas beaucoup. Bien, c'est 0,8 % de notre population. Alors, moi, ça me fait dire qu'on n'est pas riche au Québec, de façon générale. Les chiffres qui m'ont surpris, les Québécois qui gagnent plus que 100 000 $ par année payent 40 % de l'impôt provincial. OK? Encore là, un chiffre qui m'a encore le plus surpris, nous sommes 8 millions d'habitants. Il y a 6 500 000 personnes qui ont produit une déclaration d'impôt en 2017. Puis il y en a 4 100 000 qui ont payé de l'impôt. Donc, sur les 8 millions de personnes, il y en a 4,1 millions qui payent de l'impôt. Il y a 50 % des gens qui payent de l'impôt et qui font vivre 8 millions, 100 % des gens. Là. Alors, il me semble qu'on n'est pas très riche au Québec. Quand on parle de la classe moyenne, quelles sont les personnes qui en font partie au Québec? Bien, la définition que j'ai pu trouver, c'est que la classe moyenne pour quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui va gagner entre 28 500 $ et 57 000 $.
La classe moyenne pour les familles, une famille de 4, classique, là, mais on parle d'un revenu qui va varier entre 57 000 et 114 000 Tu parlais de l'impôt. Combien de jours on doit travailler dans l'année pour payer notre impôt? Geneviève, l'Institut Fraser qu'on a au Canada a calculé la journée de l'affranchissement de l'impôt. C'est une façon symbolique de voir les choses, à savoir que combien de jours qu'on a besoin de travailler pour payer nos impôts provinciaux, nos impôts fédéraux, puis nos impôts municipaux aussi. Puis à chaque année, ils font toujours un calcul. Puis en 2017, la journée d'affranchissement de l'impôt était le 21 juin. Donc, dit autrement, si on veut imager, vous avez travaillé du 1er janvier au 21 juin pour payer l'impôt, puis le restant de l'année, vous avez travaillé pour vous-même. Puis je vous ramène à tantôt ce qu'on disait, il y a 4,1 millions des 8 millions de Québécois qui ont travaillé du 1er janvier au 21 juin pour faire vivre les 8 millions de Québécois. C'est une belle image, là. C'est saisissant quand on voit ça, là. C'est très saisissant. Moi, je regarde ça, là, puis je trouve que notre système ne fonctionne pas. C'est bien certain que quand on lit tous ces chiffres-là, bien, il y a des choses à lire entre les lignes. Entre autres, là, beaucoup de gens qui travaillent non déclarés, mais écoutez, ils ne rentrent pas dans les statistiques, là. Fait que ça fausse toutes les données, là. Mais ça peut bien coûter cher, le système, ça peut bien nous coûter cher en termes d'impôts, parce que finalement, il y a beaucoup de dépenses pour 8 millions, mais on n'est pas assez de monde qui vont payer pour tout le monde. Sylvain, c'est le fun de pouvoir analyser notre vie en chiffres, hein? On apprend des données importantes quand même. Bien, moi, j'aime beaucoup ça. Quand j'ai préparé la capsule d'aujourd'hui, je riais, j'étais bien là-dedans. Avec un regard d'en haut, juste à regarder les numéros, les nombres, on voit comment est-ce qu'on vit au jour le jour. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces informations. On a beaucoup appris aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, Geneviève. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.